Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je me présente. Je suis Brice Chevaux, responsable d'opérations spécialisée dans la période romaine à l'INRAP. Et je fais partie de l'équipe qui est basée à Vescovato. Et donc, je vais vous présenter les résultats préliminaires d'une fouille que nous avons réalisée l'année dernière, au cours des mois d'avril-mai, sur la commune de Méria. Donc, nous étions une équipe de 4 archéologues. Donc j'en profite pour saluer chaleureusement Annie Labonne, Laure Sornin-Petit et Maxime Hermsdorf pour leur implication. Et nous étions accompagnés d'une stagiaire de Master 2 de l'Université de Montpellier. Donc, comme le disait Laurent, nous sommes sur la commune de Méria, au niveau de Samarine, que vous pouvez voir sur ce cliché. Donc, l'emprise de fouille est située, comme vous pouvez le voir en bas, à l'intersection de la route qui mène à Maginage au nord et à Morsilia à l'ouest. Donc, cette fouille a été réalisée sur prescription du SRA, préalablement à un projet d'aménagement de construction individuelle, d'une maison individuelle. Et donc, nous sommes situés tout au nord du Cap, sur la façade orientale de la péninsule. Donc, comme vous pouvez le voir sur le plan central, matérialisé par une petite croix rouge, la localisation du site, donc qui est vraiment très proche de la mer, puisque nous sommes à 70 mètres du littoral. Et donc, ce site s'inscrit dans un contexte archéologique qui est plutôt faiblement documenté, puisque dans un rayon de 2 kilomètres à peu près, la carte archéologique nationale ne recense à peu près une dizaine d'entités archéologiques. Alors c'est surtout la période médiévale qui est représentée par la présence de deux chapelles, celle de San Marcello et celle de San Paolo, représentées par les numéros 3 et 4 sur le plan. Et pour la période romaine, l'élément le plus remarquable est, comme vous pouvez le voir sur le cliché en haut à droite, ce support de table d'autel en marbre portant la dédicace à l'empereur Claude, qui aurait été trouvé à proximité de la chapelle San Marcello. Il faut souligner également le travail de Marine Leschneau et François Michel qui ont réalisé des prospections et des campagnes de fouilles programmées donc sur le site de San Paolo au niveau du numéro 4. Et donc ils ont pu mettre au jour plusieurs bâtiments sur une chronologie plutôt centrée sur le Haut Empire, répartis sur plusieurs terrasses, mais sans qu'il soit possible, au vu des fenêtres d'investigation, de pouvoir vraiment identifier, caractériser ce site. Donc, comme vous pouvez le voir sur le cliché de gauche, toujours matérialisé par cette petite étoile, le site est installé au pied d'un promontoire dominant la mer. Et sur le cliché de droite, on voit donc l'emprise qui s'inscrit vraiment à proximité du ruisseau de Méria, donc du lit actuel qui s'écoule vraiment en contrebas. La fenêtre d'investigation était, plutôt restreinte puisqu'elle représente une surface de 300 m², nous avons dû, traiter avec plusieurs contraintes. La contrainte numéro 1, c'était, ces remontées, perpétuelles quotidiennes de la nappe phréatique, comme on peut le voir, sur le cliché de droite qui, nous ont vraiment, empêché, de faire certaines observations et surtout nous avons essuyé, plusieurs, inondations, de la fouille à cause de plusieurs tempêtes qui a engendré, le débordement, du ruisseau de Méria qui, venait inonder le site, par, capillarité. Autre contrainte, donc cette fois-ci plutôt, d'un point de vue, technique et logistique. Donc on peut le voir sur le cliché de gauche, l'emprise de fouille donc, très petite, où il fallait, préserver, une bande de roulement, pour les engins puisque, tous les déblais, étaient stockés, sur la parcelle. Et enfin, dernière contrainte, donc actuellement le terrain, est représenté par 2 terrasses agricoles, qui sont séparées par un mur de terrasse en pierre sèche et comme vous pouvez voir sur le cliché de gauche, nous devions, préserver ce mur de terrasse, puisque après pour la remise en état du terrain, il fallait, restituer, le terrain, tel qu'il était.
Donc au cours de cette fouille, nous avons mis au jour un aménagement empierré, donc qui vient, vraiment, en appui, contre le rocher, naturel. Donc, il s'agit donc, comme vous pouvez le voir sur le cliché de droite, d'un ouvrage qui est constitué uniquement de blocs bruts de schiste, hem et qui vient vraiment, comme on le voit là au niveau, de la photo, le rocher qui apparaît, qui vient vraiment, dans le prolongement, du substrat. Donc sur le plan de gauche, vous pouvez voir, si on voit bien les couleurs, matérialisé en beige, donc on a, ce rocher, qui plonge en direction, du ruisseau de Meyrieux, et en marron, donc cette plateforme empierrée qui vient, en appui. Donc cette plateforme, a été appréhendée sur une largeur de 6 mètres pour une longueur de 13 mètres et elle se développe, hors emprise vers l'est et vers l'ouest. Et donc on a pu, identifier, comme vous pouvez le voir sur le cliché de droite, l'utilisation de plus gros blocs de calibre plus conséquent, qui sont positionnés vraiment, en aval de l'ouvrage, qui font office de soutènement, et qui sont, vraiment, comme on le voit sur les 2 clichés en bas à droite, imbriqués les uns dans les autres et qui soutiennent un blocage central qui utilise des éléments beaucoup plus petits et qui viennent vraiment, en partie centrale entre le rocher, et vraiment, cette ceinture, de soutien. Au sommet, de cette plateforme, mais également dans le substrat, nous avons identifié près d'une dizaine de négatifs de trous de poteaux, donc comme on peut le voir sur le plan, matérialisés par, ce cercles noirs. Donc des trous de poteaux de dimension, et de largeur variable, mais qui pourraient vraiment être, les témoins, d'un ancrage, d'un appontement, en bois, qui pourrait, surplomber, cette plateforme. Donc afin de comprendre, comment, cet ouvrage empierré était, conçu, comment il était structuré, nous avons, opté pour la stratégie de réaliser, des coupes stratigraphiques perpendiculaires à cet ouvrage, comme vous pouvez voir sur, la photo. Donc, nous avons réalisé donc plusieurs coupes, donc on voit les relevés, sur, la partie gauche et sur la partie droite, les coupes vraiment en photo et ce qui nous a permis vraiment d'avoir une vue directe sur, la plateforme, sur la manière dont elle est conçue et donc de voir, cette puissance stratigraphique de matériaux rapportés sur près d'un mètre d'épaisseur, et qui viennent vraiment, on le voit sur les photos, s'adosser vraiment sur, le substrat. Donc cette stratégie nous a permis également de, pouvoir, donc observer la dynamique stratigraphique et ainsi la restituer. Mais, la stratigraphie, antérieure à l'ouvrage, donc, comme vous pouvez le voir sur la représentation graphique en haut et puis sur son pendant, photographique en dessous, donc nous avons, toujours ce rocher en beige qui vient, en direction du cours d'eau et puis ensuite les différents niveaux que on verra ensuite par la suite, jusqu'à l'installation, de cette plateforme, représentée ici, en marron et puis ensuite les différents, niveaux, de colluvionnement, qui scellent, l'occupation. Donc cette stratégie de fouille nous a également permis, d'avoir une vue directe sur, ce qui se passait, sous la plateforme et donc nous avons pu déceler, un aménagement antérieur que l'on verra, dans les diapos, suivants. Mais également, nous avons donc ces, coupes stratigraphiques ont été réalisées, mécaniquement bien sûr, mais, comme vous le voyez, nous avons, conservé, des banquettes de l'ouvrage empierré, et nous avons pu à partir des coupes stratigraphiques, les fouiller, toutes manuellement, pour ainsi collecter du matériel, couche par couche et ainsi, pouvoir établir une chronologie, dans, sa conception. Donc on le verra ensuite, dans la présentation. Donc cet aménagement antérieur, est lui, composé, comme vous le voyez sur les 2 clichés, de très gros blocs de schiste. Donc on est toujours dans cette même, utilisation de la roche locale. Donc comme on peut le voir sur le plan de droite, qui sont vraiment, très localisés, au pied du substrat, donc on le voit là, le modelé du substrat, qui s'interrompt, nettement et vraiment un cordon de très gros blocs qui font plusieurs dizaines, voire centaines de kilos,
positionné volontairement. Ça peut paraître très frustre, mais c'est très localisé quand même. Il n'y en a pas au-delà. À la base, on aurait pu penser que c'était des éboulis, des effondrements qui seraient venus, dévaler la pente naturelle et se figer, ici. Mais non, on a vraiment cette sensation que, c'est anthropique et puis, le fait est qu'il y avait, beaucoup de matériel céramique, on le verra par la suite, piégé dans, ce cordon, de gros blocs. Donc comme je vous le disais, nous avons, collecté, énormément de matériel dont je vous ai mis, quelques exemples, ici, dont, ce bord de céramique en sigillé clair A ou C avec, la possible représentation de Achélos ou du la divinité, Zeus, Ammon. Ou encore, ces, monnaies, très, représentatives de, la fin du Haut Empire ou de la période tardive, que nous avons, collectées. Donc, ce sont plus de 4 000 fragments de céramique, qui ont été, collectés dans les différents, niveaux de l'aménagement. Donc qui ont été étudiés par Jocelyne Guerre, ici présente. Et donc, ce qui est plutôt remarquable dans ce corpus céramique, c'est, la diversité chronologique. Donc on a, des occurrences, qui remontent jusqu'au, 1er siècle avant Jésus-Christ, voire même quelques éléments de la période étrusque et qui vont jusqu'au 6e siècle après Jésus-Christ. Et également, ce qui fait toute la particularité de ce corpus, c'est que nous avons des occurrences, donc énormément de matériel amphorique, beaucoup d'importations, bien entendu, mais des importations, qui sont, plus rares, voire, quasi, peu présentes en Corse. Je pense notamment à la céramique Clairbet, luisante qui, est produite en Rhône-Alpes ou de la DSP, produite en région, marseillaise ou encore, de la sigillée sud-gauloise provenant de Narbonnaise, qui sont vraiment, des, éléments que l'on ne retrouve pas habituellement, en Corse. Également, dans tous ces niveaux, nous avons, pu, collecter, près d'une centaine d'objets métalliques, donc principalement, comme vous pouvez le voir sur le cliché, des clous de navires en bronze et également, de nombreux clous de charpente qui font, écho à cette plateforme en bois qui pourrait surplomber, la plateforme empierrée et également, de nombreux éléments, de mobilier en verre dont, ce bracelet, que vous voyez, sur, le cliché en bas à gauche. Autre, élément remarquable, nous avons plus d'une dizaine de galets de serpentinite que l'on voit en bas à droite, avec des traces d'incision, qui pourraient potentiellement être des lestes, de filets. Il y a également, donc plusieurs monnaies avec une diversité chronologique très large allant du 3e siècle, avant Jésus-Christ jusqu'au, 4e siècle et également de nombreux restes fauniques qui, sont en cours d'étude et qui pourront nous permettre de restituer les pratiques alimentaires, de l'époque. Donc pour dépasser le simple, cadre des observations de terrain, c'est-à-dire aller au-delà du fait que, nous avons, une plateforme, en pierre avec un aménagement antérieur, nous avons fait appel à, Marc-Antoine Vella, donc géomorphologue, à l'INRAP. Car, rares sont les sites en Corse où nous avons des niveaux, hydromorphes, au contact d'un ancien plan d'eau qui sont conservés. Car, ces milieux sont vraiment un réservoir d'informations paléoenvironnementales. Donc c'est tout l'intérêt d'une approche pluridisciplinaire. Donc nous avons réalisé un carottage, alors, de façon peu académique comme vous pouvez le voir sur le cliché, mais, qui a fonctionné. Donc nous avons, une carotte qui, permet d'avoir toute la séquence, des niveaux, en lien avec le cours d'eau et avec, les différents aménagements. Donc qui a été étudié par Marc-Antoine et qui a effectué, plusieurs prélèvements qui ont été confiés, aux spécialistes, donc la palynologue Delphine Barbier-Pin et la malacologue, Sophie Martin et également, des, prélèvements, qui ont été confiés à Thomas Camagne qui est ici présent et pour, des études sur, les écofacts et ainsi pouvoir, replacer l'ouvrage dans son environnement, naturel, pour, comprendre un peu plus, ce qui se passait à cette époque. Ouais. Donc pour conclure, je vais vous faire un rapide résumé donc de la stratigraphie, cette fois-ci mis en relation, avec, les différentes données chronologiques que j'ai eues il y a peu.
Donc comme je vous le disais, donc on a, dans un premier temps, un premier aménagement donc de type, enrochement, endiguement si je puis dire, donc que vous voyez représenté sur le plan ici et sur le cliché, donc qui se serait mis en place avant la seconde moitié du 5e siècle. Donc on le voit, représenté sur les différentes coupes, par la couleur grisée et puis sur, les clichés, aussi bien en coupe qu'en plan. Puis, dans un second temps, nous avons les niveaux hydromorphes, donc vraisemblablement en lien avec le cours d'eau, qui se sont déposés, donc cette fois-ci, entre le milieu du 5e siècle et le début du 6e siècle, toujours après Jésus-Christ. Donc que l'on voit représentés graphiquement par, les différentes couches, en bleu. Puis ensuite, dans un dernier temps, cet apport considérable de matériaux au cours du 6e siècle pour construire cette plateforme empyrée. Donc on le voit bien sur, les coupes représentées en marron, qui vient vraiment, dans, le prolongement du substrat, pour, gagner du terrain. Donc le positionnement, en l'embouchure d'un cours d'eau et de la mer Tyrrhénienne, les caractéristiques morphologiques de cette plateforme, la suspicion, d'un possible, élément, en bois, qui viendrait, le surplomber, nous laisse, émettre l'hypothèse que l'on pourrait être en présence d'un lieu, d'amarrage et de déchargement. Ce qui nous interpelle surtout, c'est également, c'est, la quantité de matériel sur une si petite surface de fouilles, avec une diversité chronologique, très large. Donc c'est à se demander si nous ne sommes pas en présence donc, d'un débarcadère qui aurait été, conçu à partir de matériaux, provenant, d'un site, polyphasé à proximité, un gros site, pourquoi pas, une agglomération. Donc ce seront les éléments, de réflexion, qui, viendront, dans, les prochains mois. Voilà, je vous remercie de votre attention.